Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vraiment content de te retrouver. C'est la première de l'année 2024. Oui, c'est ça. Tu es venu à la dernière, mais ça a pris un petit moment avant qu'on puisse te revoir. Et juste dire qu'il va y avoir une émission spéciale sur laquelle on est en train de travailler. Absolument. Toi, moi, avec Bernard Massy, puis Marilyn Belair et Sylvain Goulet. Une émission qui va porter sur la politique. Et on réserve la surprise aux gens. On devrait préenregistrer ça le 19 février ensemble. Ça va être une émission que nous allons préenregistrer et que nous allons diffuser comme une émission spéciale aux auditeurs, auditrices de Théovox Actualité. Tu voulais apporter aussi une brève pensée ce soir pour quelqu'un. On peut montrer la photo à l'instant aussi. C'est simplement que je viens d'apprendre le décès du docteur Saint-Arnaud, qui est un médecin accoucheur qui a amené beaucoup d'humanité dans son métier. Beaucoup de femmes le connaissent parce qu'il les a accouchées. Et il vient juste de décéder. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai pu travailler un petit peu. Dans le NC, le National Canadian Police. Pas seulement. Il était impliqué dans Réinfo Québec. Il était impliqué partout. Et jusqu'à la dernière minute, il a travaillé. Donc, je voulais juste lui rendre hommage. Oui, mais c'est fait. Merci beaucoup, Philippe. Depuis maintenant plus de 2 semaines, c'est la grogne en Europe, Philippe. Oui. Les paysans, les agriculteurs et ceux qui vivent de près ou de loin de l'agriculture sont loin d'être contents. Que se passe-t-il? En quoi c'est si tragique? Et qu'est-ce qui explique le silence des médias? On va regarder une petite vidéo par la suite. Réponds-moi à cette question parce qu'on va montrer l'ampleur de ce qui se passe en France à nos auditeurs. Alors effectivement, on ne le voit pas nulle part, mais il y a dans toute l'Europe des manifestations des paysans qui ne survivent plus dans les conditions qu'impose la politique européenne et qui commencent d'ailleurs à arriver au niveau même de l'Amérique du Nord. Ouais. On va en parler. On parle carrément d'un suicide en moyenne de 2 jours. Juste pour donner la situation des paysans qui ne peuvent pas survivre dans les conditions actuelles et qui sont en mode survie et là qui commencent à dire stop. On ne peut pas continuer comme ça. Absolument. Puis il y a des grosses manifestations depuis plusieurs semaines. On regarde un extrait vidéo pour on commente ça par la suite. La pression est maintenant sur l'Europe. À Bruxelles, 1 millier de tracteurs viennent d'envahir les rues alors que la colère des agriculteurs continue de sévir dans plusieurs pays. Les manifestants ici espèrent se faire entendre alors qu'un sommet européen au sujet de l'Ukraine est en train d'avoir lieu. Ça peut très mal finir. Le mouvement peut durer dans le temps et ça peut être dramatique, parce qu'il y a des situations, on est déterminé et on ne voudra pas lâcher, quoi. On voudra pas lâcher. Et aujourd'hui, l'Europe tue les agriculteurs français. L'Europe tue l'agriculture française. Some 3,000 tractors, 2,000 trucks, and an estimated 10,000 people crammed the avenue leading to Berlin's Brandenburg Gate. They are protesting against the government's plans for higher taxes on farming operations and for fair prices for their products. Impresionante.
On voit que c'est assez l'enfer qui se passe là-bas présentement. Ah, c'est Philippe. intense, c'est très intense. Qu'est-ce qui a contribué à ce que ce mouvement de convoi de tracteurs et de paysans en Europe prenne une telle ampleur et finisse par se dégrader au point où ça en est rendu aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui a fait déborder le vase? Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que toute l'Europe se bat contre l'Europe, mais chaque fois pour des raisons légèrement différentes. Mhm. La politique européenne, au niveau de l'agriculture, a transformé d'abord les paysans en consommateurs de subventions. Ouais. On leur donne des montants d'argent qu'on prend beaucoup de temps à leur donner, ce qui fait que là, actuellement, ils ont réussi à faire partiellement rentrer les gens en France en leur donnant de l'argent qu'ils devaient déjà depuis très longtemps. Ils ont juste fait que donner ce qu'ils devaient. Alors, la communauté européenne est très normative. Il y a des normes de partout. Aujourd'hui, dans un couple, avant, il y avait l'homme qui était beaucoup plus dans les champs, etc., puis la femme qui s'occupait de la basse-cour, des choses qui étaient plus autour de la ferme. Maintenant, c'est un plein temps juste administratif. C'est des normes sur des normes sur des normes. C'est vrai aussi ici aussi. On est dans un, comme je dis toujours, ce qui se passe quelque part dans la Mackenzie se passe dans toute la Mackenzie. Donc c'est à peu près toujours pareil. Donc à l'échelle mondiale. Non, pas à l'échelle mondiale. Merci de me... Quand je dis la Mackenzie, pour ceux qui n'ont pas encore compris mon jeu de mots, c'est pendant la pandémie, partout où McKinsey était aux commandes. Ouais. Donc on va retrouver l'Europe, on va retrouver une partie des États-Unis, pas tous les États-Unis, on va retrouver l'Australie, on va retrouver le Canada, on va retrouver la Nouvelle-Zélande. Donc c'est vraiment toutes ces régions-là où la norme est de plus en plus grande. Ouais. Aujourd'hui, on nous explique qu'on ne peut plus aller vendre des œufs à son voisin. Il faut passer par un processus industriel, il faut s'être enregistré. Puis on me dit, c'est pour notre santé. Ah ouais? Combien tu connais de personnes qui sont mortes parce qu'ils ont eu les œufs d'un voisin ou parce qu'ils ont eu un bout de fromage de leur voisin? Par contre, combien de gens ont tué l'industrie, la junk food? Ça a tué combien de gens? Techniquement, on met des choses pour empêcher les petits paysans et pour favoriser l'industrie. Et c'est ce qui s'est passé en Europe. Donc il y a une première chose, on les a empêchés de travailler avec des normes toujours plus complexes. Ouais. Et en même temps qu'on les empêchait de travailler, puis il y a des choix qui étaient faits socialement. Comme par exemple, on ne voulait pas utiliser du glyphosate, on ne voulait pas utiliser des OGM en France, on ne voulait pas utiliser des antibiotiques sur les animaux, ce qui est permis ici. Mm-hmm. Et là, on a ouvert plein de marchés. Et on a ouvert des marchés, donc on se retrouve avec des gens qui sont capables de livrer, par exemple pour du poulet, à 2 € le poulet livré, quand un paysan ne peut pas s'en sortir à moins de 10 ou 12. On se retrouve avec des paysans sur un panier d'une ménagère de produits agricoles non transformés. Pour 100 $, il y a 6 $ qui revient au paysan. Tout le reste est passé entre les deux. Et là, on leur met en permanence le couteau sous la gorge en leur disant ben là, dans les pays de l'Est, bien là, dans tel pays, on est capable de me fournir ça pour 3 fois moins cher. Donc, tu suis ou tu ne suis pas. Ouais. Alors, le libre-échange, c'est bien beau, mais quand le libre-échange, on permet d'importer des choses que tu n'as pas le droit de faire, ça devient complètement injuste. Et c'est ça la situation des paysans, c'est qu'ils ne s'en sortent plus. Aujourd'hui, la plupart vivent avec moins de 800 $ par mois, avec du 7 jours semaine, des 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour, aucune vacances. Aucune qualité de vie. Aucune qualité de vie. Et on leur fait prendre des prêts de plus en plus importants. Et ils ne s'en sortent plus. Ils ne s'en sortent simplement plus. Ils ne survivent plus. Là, on voit, Philippe, que ça fait plusieurs semaines que ces manifestants-là, ces paysans, ces agriculteurs, manifestent sur la place publique dans tous les endroits gouvernementaux. Oui. C'est quoi la conséquence d'un tel arrêt à l'échelle de l'Europe? Il doit y avoir moins de nourriture dans les épiceries. Oui, il y a beaucoup d'épiceries ça commence à se faire sentir. Mais le problème, c'est que les syndicats, les grands syndicats, comme en France la FNSEA, le patron de la FNSEA, il se trouve qu'il est en même temps patron de compagnies qui gagnent beaucoup d'argent avec l'Europe. Et pour la petite histoire, dont le gestionnaire de portefeuille chez Rothschild était Macron. Donc, on a tout ça, tout ce petit monde, ces entre-soi, qui cherchent à conserver l'argent. Et en même temps, il y a Van der Leyen qui a annoncé que c'est fini l'agriculture paysanne, c'est fini.
Donc on est en train de faire disparaître l'agriculture paysanne pour n'avoir qu'une agriculture industrielle. C'est une raison pourquoi que le vase est plein? Parce qu'on parle de la goutte qui a fait déborder le vase, mais le vase il demeure plein quand même. De toute façon, tout ce qu'on fait, c'est juste enlever une goutte pour que ça arrête de déborder, pour gagner quelques semaines, parce qu'il va y avoir des élections européennes. Donc, ils veulent gagner du temps jusqu'aux élections européennes. En France, il va y avoir le salon de l'agriculture, on veut gagner. C'est toujours gagné, mais personne ne s'occupe de l'agriculture. Du point de vue des mondialistes, c'est fini. Mais tu sais, tu parles de ça, Philippe, mais moi, qui me fascine dans toute cette histoire-là, c'est je me demande pourquoi un pays s'attaque à son agriculture lorsque ça constitue son propre garde-manger. Pourquoi cette volonté de changer ce qu'il y a dans nos assiettes? Pourquoi faire disparaître cette culture paysanne pour une autre culture, soit une culture qui est un peu plus industrielle? Ben, tout simplement parce que on revient toujours, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Ouais. Le serait heureux, on pourra en reparler, mais le plus rien, ça, on est bien parti pour y aller. C'est que si on regarde selon les chiffres d'Oxfam, dans les 50 dernières années, le 1% les plus riches s'était accaparé 50% des richesses produites. Dans les 3 dernières années, c'est 3/4. Et donc, 3/4, oui. C'est complètement... Les plus riches se sont appropriés les 3/4 des riches. 42 000 milliards de dollars de richesses qui ont été créés ont été accaparés par le 1% le plus riche. Incroyable. Chiffre d'Oxfam, hein, ce n'est pas les miens. Donc, l'idée, c'est simple. C'est que tout ce que vous allez faire, l'argent va rentrer dans la poche du 1%. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, le plus gros propriétaire terrien agricole, c'est Bill Gates. En Europe, ils sont en train... Ici, c'est Charles Sirois. Oui, probablement. Si on regarde en Europe, ils ont changé les lois en Ukraine et c'est Monsanto, comment ça s'appelle, Vanguard et BlackRock qui sont devenus propriétaires de l'essentiel des terres. Et donc, aujourd'hui, on est en train de... avec des nouvelles lois européennes, puis ne vous inquiétez pas, ça s'en vient ici. Il y a 10% qui va naître zone hyper protégée qui s'appelle, ou surprotégée, je ne sais plus le terme exact. En gros, il n'y a plus d'humains qui peuvent y aller. Pourquoi? Pour qu'on puisse polluer ailleurs. C'est comme... Donc les grandes structures paysannes dans les grandes plaines industrielles, eux, ils se développent, et tous les petits paysans doivent disparaître. On va se retrouver avec une nature avec un 10% auquel on ne pourra plus du tout accéder, et le reste sera payant. Donc, ça sera que des parcs naturels et des endroits où on va pouvoir aller. Puis, on n'avait pas la bonne qualité de photo, mais il y a plein de panneaux maintenant qui apparaissent. Il est interdit, et c'est criminel, d'aller dans ces zones-là. On ne peut plus quitter les chemins, on ne peut plus ramasser des myrtilles, on ne peut plus ramasser les champignons, on ne peut plus aller chasser. C'est terminé. Et donc, on rentre dans un modèle... vous avez probablement vu aussi maintenant, ça a commencé au Forum économique mondial, et partout en Europe ici, on nous explique que d'avoir un jardin, ce n'est pas bon pour l'environnement. Donc, on ne peut plus avoir de jardin. Au nord de Montréal, ils ont coupé tous les micro-fermes, les gens qui avaient pour de l'autonomie, etc., qui avaient quelques poules, qui avaient des grands jardins, etc. Ils ont tout fermé ça pour de la densification urbaine. Donc, on tend vers un modèle où la seule manière de vous nourrir, c'est uniquement par l'industrie. On sait qu'il est arrivé des choses assez dramatiques concernant les fermes en Hollande. Quelles ont été les conséquences directes de la diminution intentionnelle, parce qu'il faut le dire, c'est intentionnel, du nombre de fermes en Hollande provoquées par le gouvernement, puis quelles seront les conséquences de ces coupures? Alors, ce qui est très intéressant, en Hollande, ça a commencé la révolte en Hollande, mais ils ont commencé par là-bas. Alors, je ne sais plus le pourcentage exact, mais c'est un pourcentage non négligeable des fermes qui doivent disparaître définitivement. Et on a expliqué aux paysans 2 choses. Soit on vous rachète vos fermes maintenant au prix qu'elles valent, soit on vous exproprie plus tard. Mais si vous signez maintenant pour être exproprié de votre ferme au bon prix, vous devez signer un contrat comme quoi jusqu'à la fin de votre jour, vous ne pourrez plus être paysan en Europe. Oui, c'est même pas juste en Hollande. Non, en Europe. L'Europe au complet. Donc, mais quel avantage?
c'est le garde-manger Oui. d'un pays, c'est le garde-manger La d'un Hollande, continent. la Hollande est un des plus gros producteurs agricoles du monde. C'est tout petit, mais c'est un Ma des plus foi gros. du bon Dieu, pourquoi qu'on veut empêcher les gens de faire ou de vivre de l'agriculture et d'être par le fait même une ressource pour le pays? Ben parce que demain matin, quand vous n'aurez comme seul accès que l'industrie, avec une c'est monnaie ça. numérique, si vous êtes pas sage et si vous n'êtes pas compliant, comme ils disent en anglais, ben vous mangerez en fonction de ce que vous avez été gentil. Philippe, les mondialistes sont en train de prendre le contrôle de toutes les terres agricoles et on Oui. est sur le point de faire disparaître la culture paysanne pour un autre type de culture. Selon toi, qu'est-ce qui pousse les mondialistes d'agir ainsi? Je pense qu'il y a plusieurs aspects communs. Un, je pense qu'il y a une partie contrôle de population. Ouais. Quand on contrôle la nourriture, on contrôle la population. Définitivement. Il y a une volonté claire et des Malthusiens assumée de diminuer la population mondiale. Et il y a aussi quelque chose de nouveau qui est très intéressant, qui a commencé en Europe, où on veut financiariser la nature. Alors ça, c'est quelque chose, quand j'ai vu ça, je suis vraiment tombé de ma chaise. On a évalué combien ça coûterait s'il n'y avait pas d'abeilles, combien ça coûterait s'il n'y avait pas de forêt. Donc tout ça, ça a une valeur. Les gouvernements vont devenir les dépositaires de cette valeur et il va y avoir des courtiers qui vont faire que quand tu vas en forêt, il faut que tu payes parce que tu utilises cette valeur de la nature. Quand tu achètes un pot de miel, il y a une nouvelle couche de taxe qui va arriver, qui sera ton usage de la valeur des abeilles dans le système. Et une toute petite part va revenir aux paysans, mais l'essentiel, enfin l'apiculteur dans ce cas précis, mais l'essentiel va revenir au gouvernement. Donc tout va être financiarisé. Et puis on ne veut plus qu'on mange de bœuf, on ne veut plus qu'on mange mais par contre on veut manger des insectes. Donc on a partout, et puis je regardais les règlements, au niveau du MAPAC, il n'y a pas d'obligation au niveau des insectes. Il faut faire ça bien, mais il n'y a pas d'obligation. En Europe, ils ont... Ah oui, non, c'est très beau. Et maintenant, ça sera même plus marqué insecte, ça sera marqué du E, alors les fameux E machin avec un chiffre derrière là. Pour dire insecte. Ben, en réalité, comme c'est des code. colorants, des choses, Ah oui, ça c'est sera ça. un code. Et puis quand ça va être marqué, ça sera marqué en latin pour être certain que personne ne comprenne. Oui. Et donc, dès aujourd'hui, on peut en trouver dans des biscuits, on peut en trouver dans un paquet de choses sous forme de protéines pour des biscuits, pour des pains, pour un paquet d'aliments des pizzas, des choses comme ça. Dernière question que j'ai pour toi aujourd'hui. Philippe, quel lien on peut faire avec ce qui se passe avec l'agriculture, les villes 15 minutes? Le vouloir d'amener l'être humain à une limite de 4 vols d'avion, aller-retour, donc... Dans une vie. Dans une vie, là. Donc, tu fais un voyage pour t'en aller, par exemple, en France, puis tu reviens, c'est 2 vols d'avion. C'est ça, donc tu as 2 voyages aller-retour, en fait, dans ta vie. dans ta vie, au cours de ta vie, aux fins de voyage. Et le fait que, par exemple, c'est toi qui m'as annoncé cette nouvelle, un poireau, lui, peut voyager de la France pour être vendu au Québec. J'ai été faire mes courses à Val-David et les poireaux, c'était marqué poireau québécois ou français. Et puis un poireau, ça ne voyage pas en bateau. On ne parle pas d'un être humain, là. Non, on parle d'un poireau, ça ne voyage pas en bateau, ça voyage en avion. Donc on ne peut plus, nous, voyager, mais à cause des échanges entre les pays, un poireau peut voyager en avion. Et on va nous parler de cohérence. Donc il faut bien comprendre que l'enjeu n'est pas un enjeu de pollution. Parce que si c'était un enjeu de pollution, on ne ferait pas voyager des poireaux en avion. On n'aurait pas des choses qui font 3 fois le tour du monde avant d'arriver quelque part. Ouais. Ça, c'est un enjeu de pollution majeur. Donc tout ça, c'est une gamique. On parle de contrôle de population, on ne parle pas du tout d'écologie. Est-ce que la survie de l'humanité est en jeu? Je ne crois pas qu'on peut aller à ce point-là, mais la qualité de vie de beaucoup de gens, oui, elle l'est. Ouais. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous ce soir pour une chronique fort riche en informations et en même temps un peu cocasse. Merci. Vous voyez, on vit dans un monde de fous. Pensez-y, le poireau, lui, peut voyager comme bon lui semble, mais... L'être humain, c'est 2 voyages aller-retour dans sa vie. Puis là, c'est pas des blagues, là. Ça se parle présentement, là. Philippe m'a envoyé l'information, j'ai lu ça cette semaine, puis j'ai été renversé de voir qu'on est en train de restreindre l'être humain à des déplacements, à être cloîtré éventuellement dans des villes 15 minutes, à ne plus voyager, puis tout ça, mais un poireau, lui, peut voyager. Bref.